comme c'est chaud là en dessous. Voilà, donc les matières organiques entrent en combustion. C'est une combustion biologique. Donc c'est les bactéries et les champignons qui commencent leur travail. Et ça chauffe. La maîtrise de l'art du compostage me paraît complètement indispensable. Je le dis et je le redis à tous les gens qui viennent ici. Je ne pourrais pas me nourrir de ce sol si je ne l'avais pas nourri au préalable. Donc voilà, on mélange toutes les matières organiques qu'on a à disposition. Mais avant tout, c'est le fumier. Avant tout, si tu veux faire du bon compost, pars de fumier. Tu es sûr de bien réussir ton compost si tu pars de fumier. Si tu pars d'autre chose, c'est moins sûr. Regarde, les branches comme ça. Tu peux faire un excellent compost avec des branches. Mais il faut commencer par les couper en petits morceaux. Au sécateur, il faut 1000 heures. Avec un broyeur, sur prise de force du tracteur, tu peux arriver à faire 2-3 mètres cubes par jour. Si tu broies toute la journée. Imaginons que tu arrives avec un broyeur hyper performant à faire tes 5 mètres cubes par jour. Après avoir massacré des dizaines de mètres cubes de branches, tu peux arriver à faire 5 mètres cubes de broyat. Et là, tu peux commencer à imaginer faire un compost de broussailles, qui est super intéressant pour nourrir les champignons du sol. Maintenant, si tu veux nourrir les bactéries du sol, parce que tu fais pousser des plantes qui vivent en symbiose avec des bactéries, par exemple des légumes, qui restent jamais assez longtemps en place que pour s'associer avec des champignons, eux s'associent avec des bactéries, il faut nourrir les bactéries. Donc il te faut un compost fabriqué à partir de déjections animales, parce que c'est ce qui marche le mieux. Toutes les déjections animales sont bonnes. Même les humaines, si tu veux, mais même si c'est plus compliqué de bien réussir un compost avec des déjections humaines ou de cochons ou de volailles qu'avec des déjections d'herbivores. Pourquoi? Parce que les herbivores, tu vois là, il y a pas mal de cochons. Il y a pas mal de cochons, mais si j'arrive à faire chauffer correctement un fumier de cochon, c'est parce que c'est mélangé au cheval, au crottin. Là, ça grouille, hein. Ouais, ça grouille. Si tu regardes d'un peu plus près, là, il y a des millions de cloportes qui déchiquetent la matière en petits morceaux. Ils broutent les champignons aussi. C'est un festin, quoi, pour eux. Et dans le... Ouais. Ça, c'est les crustacés terrestres. Tu vois, les crustacés terrestres s'éclatent dans le compost. Ils sont marrants, hein. Ils forment vraiment une espèce de colonie compacte là. La maîtrise de l'art du compostage. Ça, c'est le critère de réussite numéro 1 quand on se trouve sur des terres qui sont pauvres. Sur des terres riches, on ne se pose pas la question, en tout cas au début. Mais si on part de terres pauvres, il n'y a rien à faire, à moins de se trouver sur le flanc d'un volcan ou à moins de se trouver sur une plaine où du loess éolien, c'est-à-dire du limon, a été apporté par le vent pendant des milliers d'années et qu'évidemment, alors là, on a toute la richesse d'un sol, d'une mine dans lequel on peut aller creuser pendant des dizaines d'années. Oui, mais après des dizaines d'années, il faut quand même ramener quelque chose au sol. On ne peut pas creuser dans
dans les éléments nutritifs du sol comme dans une mine, ad vitam aeternam, ça n'existe pas. Ça. Et si on veut se mettre un peu à l'écart de la civilisation parce qu'elle devient folle et dangereuse, Ouais, en plus. ils veulent même t'inoculer des saloperies pour diminuer ta capacité à faire des enfants. Si tu veux t'éloigner un peu de la civilisation, tu vas te retrouver forcément sur des terres un peu plus marginales. Ça va être le havre de paix que tu cherches, il va se trouver dans la forêt, dans la montagne ou dans le maquis, là où on ne viendra pas t'emmerder, tu vois. Mais c'est toutes des terres, il est clair que c'est les moins fertiles, quoi, tu vois, d'office. S'il y a de la forêt, c'est qu'on ne s'est même pas donné la peine de cultiver. Si c'est du maquis, ça veut dire que on a abandonné ces terres après avoir défriché. Défricher, c'est couper tous les arbres et après on va plus loin. Hein. C'est pas une gestion durable de la ressource du tout. Hein. Ceux qui pensent gestion durable d'une ressource forestière, c'est des gens qui ont la possibilité de réfléchir à plusieurs générations. C'est Parce que c'est ça, le cycle d'un arbre, c'est plusieurs générations humaines. Et donc il y en a pas beaucoup qui font ça. Il faut penser à long terme. Bon, enfin, quand j'ai besoin de venir me réchauffer un peu, tu vois, je viens ici, je bouge un peu mon tas, de manière à pas se retrouver encombré lors du nettoyage de l'écurie. Ça fait un sacré tas là. Et là, l'hiver n'a même pas encore commencé. Ça, c'est le tas des rentrées de chevaux pendant l'été, pendant la bonne saison. D'accord, ouais. Quand ils viennent se mettre à l'abri parce qu'ils ont trop chaud, enfin, ils sont embêtés par les mouches, etc. Hop, ils viennent à l'écurie se planquer et me donner un peu de précieux crottin à chaque fois. Et puis on a mélangé ça avec tous des résidus de récolte, des fans de patates, des ronces qu'on est allé faucher dans les prairies, etc. Tout ce qu'on peut mobiliser comme matière organique, quoi. Et tu calcules ça ou tu mets au fur et à mesure de ce que tu as? Je mets les débris les plus grossiers en dessous. C'est les morceaux de bois, enfin les bois, il y a du bois, mais les branches, je préfère quand même qu'elles soient attaquées, qu'elles soient blessées, coupées un peu avant. Hein. Mais les ronces, par exemple. Ouais. Voilà, on a des broussailles ici qui envahissent les prairies. À un moment donné, je dis stop, je vais faucher, chercher dans une remorque et on met ça là. Donc ici, il y a des couches de fans de patates, de ronces, fans de patates, ronces. D'accord. Tu vois? Ouais. Et petit à petit, il y a le fumier qui arrive et le fumier est mélangé avec ça, au-dessus de ça. Et voilà, à un moment donné, il n'y a plus que du fumier qui arrive. Et bah voilà, 95% de la masse de mon compost, c'est du fumier. Parce que ça, il n'y a pas besoin de le produire, c'est les chevaux qui le produisent. Nous, on doit simplement veiller à ce que cette écurie reste un peu propre. Et on peut le faire en allant tous les jours à la brouette, sans avoir besoin d'allumer un tracteur ou tu sais ce qu'ils utilisent maintenant, une espèce de petit bobcat là pour aller vider leur fumier. D'accord. Mais sans machine, il vaut beaucoup mieux le faire un peu tous les jours à la brouette, tu vois. Puis on se tient en forme. En hiver, on est d'attaque pour aller remuer des mètres cubes de terre parce qu'on est resté en forme tout l'hiver. Parce que tous les jours, on a pris un peu du fumier. Voilà. Et tous les jours, on accumule. Ce qui fait que finalement,
on se retrouve avec une masse phénoménale de 25 tonnes, 30 tonnes de fumier fin d'hiver. Mais on ne l'a pas senti, si tu veux. Parce qu'on l'a fait un peu tous les jours. Et puis là, le travail commence. Au moins qu'il y a des gens qui viennent donner un petit coup de main, parce que quand c'est 25-30 tonnes, il faut les retourner. Et il faut les retourner. Sinon, ça se tasse. Il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cœur du tas. S'il n'y a plus d'oxygène qui arrive, tu arrêtes de fabriquer de l'humus. Or, le but, c'est de fabriquer de l'humus. Donc, il faut qu'il y ait de l'oxygène qui arrive. En même temps, il ne faut pas que ça sèche. Ça reste humide. Hein? Donc, faire du bon compost, c'est avoir une espèce de matière organique de base, des ingrédients de base, avec un rapport carbone-azote entre 10 et 20. Ça, c'est pour faire un compost bactérien. De l'eau, de l'oxygène et de la chaleur. Avec une couverture pour protéger ça. Et j'y mets de plus en plus de la terre. Je mélange de la terre. Ah, d'accord. Ici, là, ici, tu as mélangé Non, au retournement. au retournement. Ouais. D'accord. Et c'est quoi la quantité de terre? Plus j'en mets, plus je me rends compte que ça aide. D'accord. Une terre sur les 25 tonnes, je vais peut-être mettre maximum 5 tonnes. Et qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Ça a super bien marché. Plutôt que d'aller creuser un trou, tu vois, pour aller prendre la terre. Ouais. Bon, parfois j'allais dans la colline là derrière. C'est du boulot, quoi. On a décapé une prairie pour en faire un jardin. D'accord? On a fait sauter toutes les mottes d'herbe avec des racines qui tenaient de la terre. Toutes ces mottes de mauvaises herbes qu'on a virées du terrain, si tu veux. Mais 2-3 tonnes, hein, puisqu'on a décapé 300 mètres carrés. D'accord, ouais. Par 100 mètres carrés de prairies que tu dégommes, tu as facilement une tonne de gazon, quoi. Et ben ce gazon, on l'a foutu sur le sol et on a retourné le tas de fumier dessus. D'accord, ouais. Ok? Ouais. Toutes les herbes qui étaient là, les orties et tout, même avec les chiens-dents, avec des rhizomes vivaces, tout a cuit sous le tas de fumier. Ouais. Du coup, à cet endroit-là, il n'y avait pas trop de compaction. C'était pas très grave s'il y avait moins d'oxygène, puisqu'on était au cœur du tas. Là. On a retourné ça. Du coup, la terre cuite par la chaleur du tas s'est retrouvée au-dessus, si tu veux. Ouais. Magnifique. Un super compost. Magnifique. Mais il n'y a qu'à voir. Donc évidemment, si on a du bois broyé ou de la sciure, on va mettre de la sciure. Si on a des branches, ben moi je les mets plutôt en dessous, même si c'est chiant pour retourner. Et ici, c'est la troisième zone ici. Alors ouais, tu vois, ce qui se passe, c'est que comme on travaille ici avec du compostage en tas au-dessus du sol. Ouais. Pourquoi au-dessus du sol? Parce que c'est comme ça qu'il y a le plus d'oxygène qui pénètre dedans. D'accord? Sachant qu'ici, ça sèche rarement. Il ne fait jamais tellement sec, tellement chaud que ça sèche. Je me mets à l'abri de la pluie et je fais des tas au-dessus du sol. Quand je veux le retourner, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était plus simple de le retourner vers le bas. Donc j'ai fait une marche, tu vois, un dénivelé, pour que à chaque fois que je le retourne, je le tape vers en bas. Voilà. Et du coup, si le premier retournement est ici, le deuxième retournement, il va être là. Et à un moment donné, je peux commencer à imaginer le passer à travers mon tamis. Donc quand il a vraiment fermenté pendant des mois, qu'il a été retourné une fois, deux fois, on fabrique vraiment la nourriture pour le sol en cuisinant de la matière organique. Hein. On se fait de la cuisine biochimique de matière organique
pour nourrir les vers de terre. Une fois qu'on commence à pouvoir le passer à travers le crible, c'est qu'il est assez mûr. Quand il est assez fin, il est assez mûr. Et donc c'est ça qu'on ramène au terrain. Et ce qui ne passe pas à travers le crible reste ici et continue son compostage. Donc voilà. Et donc ça arrive que on ait l'occasion de charger des remorques et de les emmener avec le 4x4 plus loin quand c'est plus loin. Mais tout ce qui est épandage de compost ici dans le coin, je le fais à la brouette, quoi. Soit avec la grosse brouette là tirée par un cheval, soit Quand t'as fait une brouette. Une brouette à main. Ouais, en fait, c'est une brouette qui est censée tirer derrière un quad. Ah, d'accord. Tu vois, adapté au quad. Et tiens, regarde les chasseurs qui passent sur la route. Ils sont en pleine battue. Là. Salut. Ouais. Bonne chance. Faites du bruit, les gars. C'est les objectifs des enfants, c'est ça? Ouais. Faites-le plus. On va à la chasse. Bon, maintenant tout le compost tamisé, on l'a déjà été le mettre sur le sol. Donc pour moi c'est le moment où le sol est chaud et humide. Quand le sol est chaud et humide ici, fin d'été, début d'automne, quand les champignons se mettent à sortir, ouais. Là c'est le moment où la vie du sol en est à son summum, si tu veux. Hein, où il y a le plus d'organismes vivants dans le sol. Et c'est aussi le moment où ils ont le plus faim, évidemment. Donc c'est à ce moment-là que je les nourris. Là, les cultures que je vois ici, c'est des cultures d'hiver, là, qui sont ici à l'extérieur? Alors, ouais. Bah, en fait, ça a poussé... Ça a poussé pendant l'été. Ouais, il y a eu un itinéraire assez complexe pour cette parcelle. François, salut. Je montrais à Karim parce qu'il est pas venu cet été. Il n'est pas tombé une seule goutte d'eau pendant 4 mois, tu vois. C'est vrai? Et ah ouais. C'est la première fois que je voyais ça ici en Ardennes. Hein. Et les patates ont quand même bien donné. Mais entre les rangs de patates, on avait repiqué des betteraves rouges en fait. D'accord. Et là aujourd'hui, donc on a retiré les pommes de terre. Les betteraves ont eu toute la lumière. Et puis à la place des patates, on a repiqué des chicorées frisées. D'accord. Donc au lieu d'avoir que des patates sur un champ, on a des patates, des betteraves, des chicorées. Les poireaux c'est pareil, on les avait mis entre les patates. Et voilà, et quand tu vois, quand on a des betteraves. Oh. Wow. Ça c'est une petite encore. Hein. Sérieux? Ah ouais. Allez. Quand on a des betteraves rouges comme ça, bon alors les fans vont au cochon, mais ça c'est non seulement c'est super nourrissant, mais ça conserve très très bien. C'est très facile à conserver en fait. L'hiver, les betteraves. En cave, tu les tapes sable. dans un coin, dans une pièce, voilà, pas trop sèche, pas trop humide. Ça tient même s'il fait vraiment froid. Hein. Et alors, il y a des gens qui hallucinent parce que ils comprennent pas, tu vois, comment est-ce qu'on peut faire des betteraves comme ça, sans irrigation, alors qu'il n'a pas plu pendant 4 mois.
Ouais, ça leur paraît complètement Dingue. mystérieux, quoi. Et il faut dire que quand je suis arrivé ici, des betteraves, les plus belles que j'arrivais à faire, c'était l'équivalent des plus petites ici, quoi, si tu veux. Pourquoi? Parce que la terre était très mauvaise quand je suis arrivé. J'arrivais pas, tu vois, ça c'est les plus petites, quoi. J'arrivais pas à en faire des pareils, quoi, quand je suis arrivé. Parce que même si l'année était bonne, même s'il y avait de la pluie, la terre était trop pauvre. C'est pas moyen. Ouais. Et donc, comment enrichir la terre pour que finalement les plus petites betteraves ressemblent aux plus grosses qu'on pouvait faire avant, tu vois, sachant que c'est super gourmand et qu'il y a eu des patates en même temps ici, tu vois, qu'il n'y a pas eu Première d'eau. culture. Comment on arrive à ça? Eh ben, c'est grâce au compost. Voilà. Il n'y a que le compost pour arriver à nourrir biologiquement aussi bien la terre. Je te parle pas d'engrais, j'en veux pas, et de toute façon il faut beaucoup trop de pétrole pour faire des engrais chimiques. Et si on nourrit les plantes directement à coup d'engrais chimiques, c'est pas la même logique que de nourrir la terre pour laisser la terre nourrir les plantes. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Avec ça, on peut faire des conserves. On risque pas de manquer de quoi que ce soit. Ça, c'est une plate d'Égypte. Voilà, pour moi, c'est les meilleures betteraves. Mais tu vois un peu la quantité de tiges et de feuilles qu'elle a fait. Toute la bonne saison, tout l'été, elle a poussé, alors qu'au début, elle était à l'ombre des patates. Elle a pu vraiment développer tout son potentiel. Et c'est des betteraves qu'on sème nous-mêmes en début d'année. D'accord, ouais. En pleine terre ou... Ouais, je fais des pépinières en pleine terre et puis on repique. D'accord. On repique entre les buttes de patates quand on les a butées, quoi. Je suis assez fier parce que en plus c'est un aliment d'une très très grande qualité. C'est pas parce qu'elles sont grosses qu'elles sont moins bonnes, tu vois. Une betterave, il vaut beaucoup mieux en avoir une grosse qu'une petite. T'as plus de résultats pour le même travail. Là, ta réserve, elle est vite faite, quoi. Donc on a fait, voilà, sur une surface comme ça, parlant de réserve, voilà, on est à 500 kg de betterave là. 500 kilos? Ouais, on a retiré 300 kg de patates, tu vois. Mais c'est 250 mètres carrés, hein. 250 mètres carrés. Et je compte pas les chicorées, les radis noirs et les poireaux, quoi. Parce qu'on a 400 chicorées et 400 poireaux sur la même surface. Mais c'est une expérimentation que tu as faite cette année ou que tu as déjà expérimenté? Je développe ça depuis quelques années en fait. C'est comment utiliser au mieux la surface. Regarde, si on veut descendre, tu vas te rendre compte que en fait, il y a des plantes qui ne sont pas alimentaires là-dedans, hein, très clairement. Il y a des fleurs, il y a des engrais verts qu'on a semés. Et puis si tu t'approches, tu vas voir qu'il y a encore plein de bouffe, quoi. Et ça a commencé en avril, on a commencé à couvrir cette surface en avril. Et donc là, on est en novembre. Et il y a toujours eu des plantes pour occuper. D'accord. D'accord? Donc, qu'elles soient médicinales ou alimentaires, on expérimente évidemment les fenouils. Ici, on reconnaît ça c'est un kénopode violet. Donc, c'est une plante sauvage qui est comestible, qu'on cultive. Parce que c'est très facile de faire pousser des plantes sauvages. Et parce que ça crée une biomasse impressionnante. Bon, là, on l'a taillé, quoi. Mais toutes ces tiges, toute cette biomasse qui est produite, après, elle retourne au sol. Par exemple, ici,
tu vois, j'ai mis le fenouil, j'ai coupé les tiges de fenouil, je les ai mis sur le sol. Et pour les aider à se décomposer, voilà, je les ancre un peu dans le sol comme ça. Et puis je mets du compost dessus. D'accord? Histoire d'accélérer la décomposition et d'être sûr que tout soit effectivement ramené, réincorporé au sol et décomposé pour la prochaine culture, au printemps. Au printemps. Et t'as fait ça quand? Hier. D'accord, c'est la Ouais. saison idéale pour commencer à... Ben, si tu veux, j'aime pas laisser la terre à nu, j'aime pas laisser la terre sans travail. Ici, il y avait des carottes, on a retiré les carottes, paf, on a remis du fenouil, paf, on a remis du compost. D'accord. Et je suis repassé un petit peu pour travailler un peu la terre, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'adventices gênantes qui se multiplient. Ici, on a semé des engrais verts, mais pour occuper la terre. Là, on a 3 sortes d'engrais verts. On a de la moutarde, Oui. on a de la facélie. Si tu regardes entre les deux, il y a de la salade de blé qui pousse. Ici, il n'y avait rien, bah hop, on y a mis du compost. Tu vois, pour que cette terre reste tout le temps occupée. Donc, tu vois, là on a mis un compost, mais un compost tamisé, un compost fin. Ouais. Voilà. Ça, c'est la meilleure nourriture pour le sol, je trouve. Ça, c'est l'idéal, quoi. Tu vois, cette matière-là, elle va nourrir le sol, elle va apporter des éléments nutritifs, mais elle apporte aussi des ferments microbiens, des bactéries, des champignons. Tu l'as déjà analysé, ton final Non, celui-ci, non, j'ai pas besoin, en fait, je le vois l'effet. Je le vois. Mon analyse, c'est j'ai une terre qui est quasi morte parce que il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis 4 mois. Tu vois, j'y mets du compost. Il y a une petite pluie, hop, je vois comment cette terre revit, je vois comment elle est capable de renourrir de la biomasse. En fait, si une terre est capable de générer de la masse de plantes, c'est qu'elle est fertile. C'est la définition de la fertilité pour moi. C'est la capacité d'une terre de nourrir une abondance de plantes. Hein? Et donc, je vois ce qui pousse. J'analyse en fonction des plantes qui viennent, bien plus sûrement, l'évolution du sol qu'à coup d'analyse chimique. Parce que je sais que les plantes qui viennent, là, donnent une indication, si tu veux. On dit qu'elles ont un caractère bio-indicateur. Et ici, on a semé un mélange d'engrais verts. Et en fait, tu vois qu'il y a des épinards, il y a de la salade de blé, il y a de la salade d'hiver, un peu de la moutarde et tout ça en mélange. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient rechercher des endroits où les salades sont un peu trop serrées. Ouais. Et on va les repiquer dans la serre. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ça, c'est le petit travail qu'on fait pour l'instant. À la quête des poireaux. Mais peut-être qu'on devrait aller dans la serre où il fait un peu meilleur. Tu te souviens quand tu avais fait un gros tas de compost là Ouais. l'année dernière? Ah, tu avais rentré pas mal de compost. Moi j'étais déprimé à l'époque. Mais Quand tu l'as transvasé ici? Cette année je le fais ici mon tas, tu vois. D'accord. Ouais, il est plus organisé. Cette année je le fais ici. Donc ça c'est ma matière première quoi.
Donc le fait de l'avoir tamisé pour avoir juste des particules fines, fait qu'il est il est beaucoup plus actif aussi. Tu vois, il va directement réagir avec, avec le sol dès qu'on va le mettre au sol. Et, et donc ici je le mets dans la serre pour qu'il reste au chaud, pour qu'il continue à s'affiner, un peu comme un fromage en cave. Hein. Et bon, ça c'est pas énorme, ça suffit. Voilà, 1 m3 comme ça suffit à nourrir une planche, quoi. D'accord. Tu vois, par exemple ici on a nourri une planche. Voilà, après les tomates, on a viré les tomates, on a réarrosé et puis on a repiqué les salades. Voilà, ça c'est des salades, elles vont rester tout l'hiver ici, tout l'hiver. On les mangera dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est Ouais. d'accord. Elles seront bonnes, hein. Elles vont pommer et tout. Hein. Elles vont pousser très lentement tout l'hiver. Et c'est les premières laitues que vous allez manger ou bien on aura... Et c'est les premières laitues paumées qu'on mangera, Ouais, les paumées, ouais. qu'on mangera au printemps. D'accord. Elles auront 8 mois en tout, puisque là elles ont déjà 2 mois. Hein, on les a semées on les a semées en septembre. D'accord. Ouais, on est en novembre, elles ont 2 mois. Et on va les manger dans 6 mois. Ouais. En mai, quoi. On va les mettre. On va les mettre en avril ou en mai. On va les mettre dans les paniers de légumes en mai. On va commencer à les manger avec les stagiaires en avril. Mais tout est très très lent en hiver, c'est pour ça. Et ce qui est fantastique, c'est que elle résiste aussi bien au froid sans être amère, comme les chicorées. Et voilà, elles vont bien occuper le sol et on aura un sol magnifique pour au printemps, au mois de mai par exemple, prendre une salade, la manger, mettre une tomate à la place. Il n'y aura plus besoin de nourrir le sol à ce moment-là au printemps, puisqu'on l'a fait ici cet automne. D'accord. Donc là on a mis 10 brouettes, quoi. 10 brouettes? À peu près. Et évidemment, si on fait ça chaque année dans une serre comme ça, ce qui est fantastique, c'est que comme on fait la pluie et le beau temps ici, on contrôle qu'il n'y ait pas de lessivage. Ouais. Donc il n'y a pas de perte, si tu veux. Et donc il y a accumulation. D'accord? Chaque année, sur une serre de 200 mètres comme ça, on amène à peu près 200... Non, 2 tonnes, pardon, de compost. Ouais. Donc c'est à peu près 10 kg au mètre carré. Voilà. Et on fait ça pendant des années, des années, des années. Donc le sol monte. Il s'améliore, s'améliore, s'améliore. Les plantes ont de plus en plus facile à aller enfoncer leurs racines. On ne doit plus arroser pendant la bonne saison, limite. Si c'est des tomates, on les laisse s'enraciner, profondeur. Elles vont trouver de l'eau. Elles vont trouver tous les nutriments qu'il leur faut. Et les récoltes sont super abondantes, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à faire, en travaillant pied à pied comme ça, tout à la main, sans machine, hein, enfin avec des petits outils simplement, on arrive à avoir une bien meilleure occupation, ce qu'on appelle spatio-temporelle du sol. C'est-à-dire il y a tout le temps une culture. Il y a pas de... La terre ne reste jamais à nu, si tu veux. Et même on arrive à combiner, c'est-à-dire à mettre des tomates alors qu'il y a encore des salades. Tu vois? Voire, une fois que la culture d'hiver part un peu plus tôt, éventuellement en février ou en mars, d'aller semer des cultures de printemps qui vont faire la jonction entre la culture d'hiver et la culture d'été.
Et à ce moment-là, on fait 3 cultures Ouais. au même endroit. Voilà. Mais bon, ça c'est l'effet de serre, hein. D'accord, l'effet de serre. Merci l'effet de serre, hein. Il reste un peu des tomates, mais En fait, tu as un verger, tu as une ruche, même plusieurs ruches. ouais, ben la ferme ici, elle occupe environ 15 hectares, Hmm. le domaine. Et donc je dis, voilà, c'est 14 hectares et demi de prairies, de bosquets, de marécages et de rivières en fait, hein, parce que c'est quand même assez varié. Mais donc le domaine des chevaux, c'est à peu près 14 hectares et demi. Ah, d'accord, ouais. Hmm. Et le domaine de l'humain, c'est 1,5 hectare. D'accord. Donc voilà, il y a des clôtures pour éviter que les chevaux aillent dans les cultures, évidemment. Mais 1,5 hectare, c'est beaucoup, hein. 5000 mètres carrés, c'est pas mal, hein. La serre ici, c'est 200. 200 mètres carrés ici? Ouais. Ah ouais. Et donc 2 arts, 200 mètres carrés comme ça pourrait presque suffire à nourrir une famille. Hmm. Parce que si c'est vraiment cultivé intensivement toute l'année, quoi. Voilà, on a deux serres couverts, ça fait à peu près 400 mètres carrés. Sur 4000 mètres carrés à peu près de terre de culture, donc 10% sous serre, 90% plein air. Hmm. Et, et ça avec l'équivalent de 90% de prairies autour, quoi. T'es entouré de prairies, quoi. Ouais. Et puis les prairies sont entourées de forêts. Hmm. Donc t'as la maison, les cultures, les prairies, la forêt. Comme ça se passait avant dans nos campagnes ici, les fermes étant jamais que un bastion de culture entouré de nature, de forêt. Et si on arrête de cultiver, eh ben ça se retransforme en prairie assez vite. Hmm. Prairie qui est elle-même le stade pionnier avant la forêt, quoi. Donc, si on arrête, tout redevient de la forêt. C'est bien pour dire qu'il y a une dynamique dans la nature qui va l'amener à chaque fois à son niveau de complexité, de stabilité maximum. Hmm. Ce qui est la forêt. Et voilà, nous, on essaie de tirer notre subsistance quelque part au sein de cette dynamique, de cet écosystème. Si on y arrive sans utiliser d'énergie fossile aujourd'hui, eh ben on est gagnant. Je veux dire, pour moi, la mission, elle est assez claire, elle est assez simple. Et tout le monde s'en sort plus ou moins. Je veux dire, il y en a qui ont un peu plus de temps et d'énergie à y consacrer et qui avancent un peu plus vite, et puis d'autres qui font ça un peu en dilettante. Moi, je suis paysan en dilettante, c'est-à-dire que j'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie, dont paysan, évidemment, sérieusement. Mmh. Mais
mais je cherche pas, comment dirais-je, je cherche plus en fait. Euh, En me considérant comme agriculteur professionnel, tu vois, Mhm. à tirer tous mes revenus de la production alimentaire de ce sol. Et, euh, et notamment, ben voilà, ce que je fais comme travail avec les chevaux, ce que je fais comme travail dans la transmission de savoir. Et tu fais la traction animale ici sur. Ouais, mais l'élevage de chevaux en soi, tu vois, pour moi, c'est c'est une part du travail. Mm. C'est une part du travail, même si c'est pas alimentaire directement, parce qu'on mange plus de chevaux, qu'on se contente de les traire. Mm. Euh, mais le travail qu'ils fournissent, porter des gens, tirer des outils, voire des machines modernes à traction animale, là, hein, pour moi, c'est une recherche et développement qui est peut-être pas directement alimentaire, mais qui va le devenir à un moment ou à un autre. Elle me permet déjà de me passer de tracteur, de me passer de motoculteur, de me passer de toutes ces machines. Mais c'est toutes des techniques à réapprendre. Et pour moi, ça prend un temps fou parce qu'il faut commencer par croiser le bon étalon, la bonne jument, tu vois, pour avoir un an après un petit poulain qu'il va falloir attendre 2-3 ans avant de commencer à pouvoir faire des choses avec. Et peut-être que ce sera enfin ce petit poulain-là qui va me permettre de faire le meilleur travail que je veux faire dans le maraîchage, mais 10 ans après, tu vois. 10 ans après avoir choisi le père, la mère. Parce que tu peux pas brûler des étapes. Hein. Donc, et si ça marche pas, bah allez, on recommence avec un autre étalon, une autre jument. C'est juste que tu trouves la perle rare. Mais comment Ou ta perle rare. c'est une recherche. C'est une recherche qui est nécessaire de faire aussi, je pense. C'est pas que, tu vois, il suffit pas de savoir faire du bon compost, quoi. Même si tu disais tout à l'heure en commençant que pour moi c'est fondamental d'arriver à faire du bon compost si on voulait cultiver ici, ça ne suffit pas. C'est nécessaire mais non suffisant. C'est un ensemble de petites choses qui fait. Ouais, t'as une vie à passer, à chercher, à améliorer. Moi, je suis pas celui qui applique aveuglément. Je pense que ça m'amuserait pas si on me disait bah tiens tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça et puis ça ira. Je crois qu'on en est plus là quoi. Il y a des gens qui ont fait des découvertes fantastiques, ça c'est sûr. Et je vais pas nier ça, tu vois. Je vais surtout pas nier ce qu'il y a eu comme belle trouvaille, comme belle découverte, comme cette grelinette par exemple. Il n'y a pas forcément besoin de réapprendre à fabriquer des grelinettes. Puisque ça s'est fait. Là, on va pouvoir se réchauffer un peu là.
C'est quoi l'objectif là? Voilà, tu vois, j'incorpore le compost et je travaille grossièrement la terre. Ça va permettre de virer la végétation. Il y a la menthe qui commençait à... Voilà, les rhizomes là, c'est la menthe qui se dirige droit sur nos cultures. Elle a l'air bien tendre. Hein. Bah, c'est facile, tu vois, une fois que tu as trouvé le bon compost, t'as plus qu'à faire un trou. Ouais, tu vois, il va falloir que je irrigue un peu ici, que je ramène un peu d'eau. Ça y est. Elle commence à tirer. Ils ont repéré les sangliers. Donc voilà à quoi cette terre ressemble. Ouais, elle était quand même, elle a pas été travaillée pendant des mois et des mois et en même temps sans arrosage. Donc tu vois, elle avait tendance à sécher, à mourir un peu. Et là, on a mis une couche de compost au-dessus, tu vois. Mm. Donc maintenant, avec ma grelinette, j'incorpore, je mélange les deux couches. Et le compost, tu l'as mis quand? Je l'ai mis quand il a gelé un coup et que le basilic D'accord. a été touché là. À la fin du basilic, c'était en octobre ici.